Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Je vais rendre hommage à une personne disparue sous la violence du système. Oui, souvenez-vous de Malik Oussekine. Touche pas à mon pote, le slogan de cette époque, scandé aux représentants de l'autorité vêtue de bleu marine. Pour situer dans le temps, ça s'est passé vers 1990. En 2024, rien ne va plus, c'est nous qui sommes bleus de voir marine avoir le vent en poupe. Petite confidence, le Rassemblement national glisse sous le vent, mais d'expérience, la brise ne souffle pas toujours du bon côté. Merci à l'univers de nous offrir cet espoir. Du positif dans mon discours, bah oui, évidemment, j'ai rempli ma besace de senteurs, noix de coco, monaille, bronzage et bien-être, évidemment, et surtout l'indispensable art de vivre, vous le connaissez, la démocratie. Début de semaine et de mois, car ce lundi 1er juillet a un goût, tout simplement de paradis. Nous sommes heureux de vous retrouver, voici la France Libre, une émission du CNTFCH, avec Philippe, avec Jean-Pierre et avec vous, messieurs, dames, bienvenue, bonsoir. Bonsoir à chacun et à chacune. Merci pour cette poésie, bonsoir à tous et à toutes. Alors déjà, oui, effectivement, il y a un brin de vacances. Nous sommes une date tout de même un petit peu remarquable. Nous rentrons dans la deuxième moitié de l'année 2024, donc 1er juillet. Et beaucoup de gens partent en vacances. Ils sont partis déjà ce week-end dernier. Voilà, donc on avance. Alors effectivement, il est toujours un petit peu délicat de trouver des sujets abordables facilement en ces périodes de relaxation, ou prétendu-elles. Néanmoins, on s'aperçoit que l'actualité est toujours aussi dure, que ce que nous vivons, c'est toujours aussi pas marrant, entre ce qui se passe entre Monsieur Biden et Monsieur Trump d'un côté, ce qui se passe du côté de l'Ukraine évidemment, de la guerre en général, la séparation de la Terre en deux blocs qui sont les BRICS et l'Occident, qui devient une sorte de transposition de la guerre froide dans les années 70, 80, 90. Voilà, donc on est toujours dans les mêmes choses et on est obligé de traiter tout ça. Et se doit de traiter tout ça. Alors on n'a pas les réponses à toutes les questions évidemment. Par contre, quand on s'aperçoit par exemple que l'Union européenne développe une technologie de blocage des rayons solaires pour lutter contre le réchauffement climatique, on se dit bon sang, mais c'est bien sûr, c'est donc de là que viennent les fameux chemtrails. Là, on comprend tout. Là, on comprend tout. S'il s'agit bien de ça, est-ce que ces chemtrails sont faits pour bloquer les rayons solaires, pour éviter le réchauffement climatique? Si oui, c'est quelque chose qu'on nous a jamais demandé en tant que citoyen de savoir si on allait le faire ou si on n'allait pas le faire. Et sinon, ça reste un mystère. Donc, ça reste mystérieux. C'est-à-dire, c'est un mensonge de plus pour expliquer quelque chose de non naturel, développé par des personnes dont on ne sait pas trop grand-chose sur leur dessin, hein, ce qu'ils veulent faire de nous et ce qu'ils veulent faire chez nous. Et on se dit aussi ceci, c'est que on est rentré, ça me semble, dans ce qu'on appelle l'ère du Verseau. Alors pour ceux qui connaissent, hein, on était avant à l'ère de je sais pas quoi. D'ailleurs, je me souviens plus la précédente. Si quelqu'un peut me le dire, je peux pas les poissons. L'ère du Poisson. Nous étions dans l'ère du Poisson. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Et désormais, nous sommes dans l'ère du Verseau depuis quelques années déjà, donc on est juste dans une bascule et qui doit nous apporter très mécaniquement, très physiquement et très normalement plus de lumière et donc plus de chaleur. Est-il donc si anormal qu'on observe des augmentations de l'un et de l'autre? Je crois pas finalement, et que finalement ces protections contre les rayons solaires, on n'en voit pas trop l'utilité. Et on voit pas encore, les savants les plus pointus ne voient pas encore la difficulté qu'il y aurait pour les humains à vivre avec ces nouveaux rayons solaires plus puissants, plus grands, avec cette plus grande lumière, etc. Voilà. Donc c'est un débat qui est ouvert. Et puis voilà ce que je voulais dire. Si alors j'ai une autre chose aussi à dire, mais que je te dirai plus tard. Je vais céder la parole tout de suite. Si notre ami Bruno avait été là, d'ailleurs je le salue, il nous aurait bien dit le réchauffement climatique, ça n'existe pas. Alors, ce qui n'existe pas, c'est l'influence de l'homme sur le réchauffement climatique, pour être plus exact. Parce que le réchauffement climatique a effectivement lieu, mais dans des proportions normales et naturelles produites par la Terre et le rapport entre la Terre et les autres astres. Voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, de dire qu'il n'a pas lieu, non, mais il a lieu. Mais il n'a pas lieu à cause ou du fait de l'activité humaine. En revanche, ce qu'on nous vend comme étant une protection, un petit peu comme de l'indice 25 quand vous mettez de la crème à bronzer sur les bras, ce qu'on nous vend comme étant une protection naturelle, comme si on pouvait se protéger du soleil en tendant un grand parasol autour de la Terre, comme ça on aurait beaucoup moins de rayons. Et c'est un peu ce qu'ils nous font avec les satellites, avec un certain nombre de projections qui restent en suspension dans l'air, mais qui restent jamais très très longtemps ces suspensions. Je sais pas si vous remarquez, mais quand on les regarde, effectivement, il y a une petite tendance on va dire en 3-4 minutes à tomber au sol, quoi. Donc ça voudrait dire, si cette théorie était juste, qu'il faudrait un avion tous les quarts d'heure ou toutes les 3 minutes pour être précis,
pour faire le même travail d'épandage en journée, quoi. Et on devrait voir passer les avions en permanence. Alors, on n'y est pas encore, mais peut-être que demain, c'est ce qui se passera. Voilà. Après, je vais parler d'expérience, hein, mais il y a quelques années, on nous disait réchauffement climatique. Aujourd'hui, on nous dit dérèglement climatique. Ah, on retrouve le réchauffement climatique. Hein. C'est le mot réchauffement revient parce qu'il est évident qu'il y a quelque chose de l'ordre du réchauffement, c'est sûr. Alors là où c'était comique jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, c'est dans l'hémisphère nord en tout cas, c'était de voir qu'il y avait des pluies à n'en pas finir, qu'on a rempli toutes les nappes phréatiques et qu'on a eu plutôt des journées fraîches, une moyenne fraîche qu'une moyenne chaude. Voilà. Mais il y a toujours des coins sur la planète où il fait plus chaud qu'ailleurs et évidemment, tous nos statisticiens bien branchés sur ce réchauffement vont chercher leurs informations dans ces coins-là. Donc il y a des biais, ce qu'on appelle des biais de calcul, de science, d'études, qui permettent de dire des choses et de les écrire sans que personne n'ait rien à y redire, hein, selon l'endroit où on va chercher ces informations et où on met la sonde de température, évidemment. Donc voilà. Alors qu'est-ce que je voudrais dire d'autre aussi, c'est que dans la série des choses importantes et graves, on a déjà eu l'occasion de parler ici d'un film. C'est pas courant, mais ça s'appelle Les Survivantes. D'un certain monsieur Bernard Ayas qui a déjà produit deux autres films en d'autres temps et qui s'attache, ce monsieur, à délivrer des messages importants relatifs, en l'occurrence, sur ce film-là, à la souffrance des enfants qui sont victimes de réseaux pédocriminels. Alors, les enfants victimes de réseaux pédocriminels, on est dans je dirais, dans le tabou du tabou, dans l'interdit de l'interdit. En parler, c'est déjà se mettre en danger, ou presque. Hein, c'est presque ça. Hein. Sauf qu'il y a des personnes qui ont déjà, premièrement, accepté de témoigner en étant adultes désormais, puisque les faits remontent à 30, 40, voire 50 ans pour certaines d'entre elles. Elles ont accepté de témoigner. Je vais plus qu'encourager. Je considère comme un acte citoyen d'aller voir ce film. Voilà, pour être plus clair. C'est un acte citoyen d'aller voir ce film, à mon avis. Pour le courage qu'il a fallu pour les actrices qui ne sont pas des actrices professionnelles, mais simplement des personnes comme vous et moi, mais qui ont souffert de ces réseaux et qui témoignent dans un documentaire en fait, hein, qui est très bien fait. Il n'y a jamais de voyeurisme. Par contre, les choses sont dites très clairement. Il y a des noms qui sont prononcés que je ne reprononcerai pas ici. Voilà. Et puis il y a des personnes qui naviguent entre deux attentats, c'est-à-dire que chaque fois qu'elles témoignent, elles ont des tentatives d'attentats avérées, hein, et vérifiées. Hein. C'est pas de la psychopathie. Hein. Voilà. Donc elles naviguent dans l'idée qu'elles peuvent être tuées à tout moment. Ce qui contribue à parfaire la torture de leur enfance, quoi. Et ce que le temps avait réussi à effacer, parce que la mémoire s'efface quand la douleur est trop grande et qu'on est un enfant, eh bien, au bout d'un certain temps, la mémoire se réveille. Donc, elle se réveille avec la torture de l'enfance et la torture de savoir qu'elles peuvent être à tout moment malmenées, et plus que ça, du fait d'avoir osé parler. Ils sont 8 à 10 hein, sur l'ensemble du réseau, des réseaux qui courent en France et ailleurs d'ailleurs. Hein. Ça représente l'épaisseur du trait, n'est-ce pas, du schéma, comme on dit. Hein. Donc, c'est rien du tout. Mais 8 qui témoignent, ça peut suffire à faire basculer les choses, à faire prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et c'est important, c'est ce qui nous a paru à nous important. Et puis, ce qui a été encore plus important, donc, pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est que l'une de ces personnes, de ces 8 victimes qui parlent dans le film, fait des conférences et est allée donner des commentaires, est allée donner des informations complémentaires qui n'étaient pas dans le film. Alors là, c'est carrément du top, quoi. Je vais pas rentrer dans les détails sordides, mais cette dame, en l'occurrence, dit il faut aller voir l'église, il faut aller voir un tel, il faut aller voir un tel. Elle a fait des recours auprès de l'église. Alors, aucune de ces informations n'a transpiré dans aucun rapport. Et donc, tout est resté lettre morte, malgré les déclarations en main sur le cœur de prise en compte de sa souffrance, etc. Et voilà, et rien n'a été fait, quoi. Rien n'a été fait. Mais aussi bien du côté du film lui-même qui est sorti, qui est une sorte de miracle, hein, puisqu'il n'aurait pas dû sortir, compte tenu des intérêts qui sont en cause derrière tout ça. Et il est sorti quand même. Donc, il y a une sorte d'idée de miracle que nous produit d'ailleurs cette dame. Hein. Elle nous dit, si je suis en vie, c'est un miracle. Si ce film est sorti, c'est un miracle. Si mes 8 camarades sont encore en vie, c'est un miracle. Donc on est des miraculés. Et peut-être qu'il va se passer, après le miracle de la divulgation, il va se passer peut-être le miracle de la réparation. On peut tout espérer, que ce soit dans ce domaine ou dans d'autres. Voilà. Donc voilà ce que je voulais mettre en avant sur des choses d'actualité. Et saluer le courage de ces dames qui sont des résistantes parce qu'elles ont été, avant d'être résistantes, elles ont été survivantes et désormais elles sont résistantes. Donc vraiment respect.
Ce qui est important pour nous médiatiquement, c'est d'utiliser les bons mots et de bien dire pédocriminalité et non pas pédophilie. Allez, on va regarder l'actualité en images. Alors, je suis allé dehors, petit micro-trottoir pour le Conseil national de transition français, canal historique. On prend un Français au hasard et on le laisse parler. C'est l'actualité en images tout de suite. On est dans un grand délire, un grand barnum où chacun joue son numéro au sein du cirque ou son contraire. Déjà bien avant son élection, je suis socialiste, j'ai jamais dit que j'étais socialiste, je suis de gauche. Je ne suis pas de gauche, je ne suis pas de droite. On sait pour qui il roule, de toute façon. Et puis c'est surtout, il a un mépris profond pour le peuple, à tel point que je me demande même si c'est pas maladif, si il n'y a pas des causes psychiatriques et psychiques derrière ça. C'est impossible. Et puis c'est de la haute trahison en permanence, c'est-à-dire on est en train de vendre ce qu'on a fait à la Grèce, on est en train de le faire en France. Macron désigne Bardella, et enfin Le Pen et le RN, comme son principal opposant. On trompe les gens parce que les gens qui veulent voter contre Macron se disent « Ah, comment on peut le faire chier au maximum ?» Eh bien, on va l'emmerder en votant RN. Et ils se gourent. Ils sont carrément dans le système. À partir du moment où on quitte pas l'Europe de Maastricht, où on récupère pas, souveraineté, c'est pas tout à fait un gros mot, mais presque. Parce que quand on parle de souveraineté nationale, c'est un gros mot. Quand on parle de souveraineté européenne, c'est béni des dieux. Et demain, comme on va vers une société de contrôle de plus en plus grande, on se trompe de combat. D'un côté comme de l'autre, il faut revenir à des choses essentielles, c'est-à-dire, pour moi, la priorité, c'est la lutte contre la précarité et la misère. Ne pas se servir des communautés pour les opposer. Et puis pour conclure, je dirais que je n'attends moi plus rien de ces gens-là, quels qu'ils soient. Donc c'est vrai que ces européennes, ces législatives, elles me laissent un petit peu perplexe. Je pense qu'il faut qu'on refasse société nous-mêmes, qu'on se reprenne en main. Pour le coup, c'est refaire naître la démocratie, c'est-à-dire redonner le pouvoir au peuple. Ah, on se sent moins seul quand on entend un discours d'une personne habitant en France comme celui-là. Et oui, il faut se reprendre en main, faire renaître la vraie démocratie. Oui, ça c'est vraiment un des plus beaux témoignages que j'ai vu dans nos émissions, grâce à toi, Sylvain. Et vraiment très bien, parce qu'il dit l'essentiel, ce monsieur. Il a l'air d'être un Français moyen, comme on dit. Et on lui demande de parler de ça, il parle volontiers de ça. On lui aurait demandé sur un autre sujet, il aurait peut-être parlé moins volontiers. Et sur ce sujet-là, il s'est lâché, comme on dit. Il parle du mépris de certains politiciens pour le peuple. Il dit, je me demande si, alors au sein du CNTFCH, on ne se le demande pas. On le sait, on le voit, on l'acte, et on dit même, on va encore un petit peu plus loin, c'est que ça fait partie des nécessités d'être que d'avoir du mépris pour le peuple pour faire ce métier. Voilà. Sinon, s'ils ont la moindre pitié, la moindre tendresse, ça leur coûte assez rapidement dans les tours de montée en puissance de quelqu'un qui veut arriver par la politique, ils se font assez rapidement arrêter. Ceux qui ont une conscience se font arrêter. Voilà. Donc c'est le mépris. Et puis il parle de souveraineté, c'est intéressant aussi la souveraineté. Il a raison. Dès que c'est la souveraineté du peuple français, c'est un gros mot. Souveraineté de l'Europe, alors là, c'est effectivement très beau. Ah oui, effectivement, la souveraineté, le souverain, c'est celui qui décide. C'est celui qui décide à la fin et qui tranche, comme on dit. C'est celui-ci qui est souverain. Alors on peut être souverain, il y a les buts de la souveraineté qu'on a l'habitude d'édicter, qui sont le fait d'avoir une armée, tout simplement, dans un pays. Si t'as pas d'armée, t'es pas souverain. Le fait de battre monnaie, si tu bats pas ta monnaie, que c'est ton voisin d'à côté qui te demande d'utiliser une monnaie qui lui appartient, t'es plus souverain du tout. Je pense que là, carrément, au niveau financier, on est carrément sous domination. Et puis, si tu fais pas tes lois, t'es pas souverain non plus. Voilà, donc normalement on est censé faire tout ça, sauf que c'est pas nous le peuple qui le faisons.
ce sont nos représentants. Alors quand ce monsieur parle de la démocratie, la vraie, il oublie d'aller jusqu'au bout. L'idée même a été extirpée des cerveaux, pourtant normaux, je dirais, des gens, que la démocratie, c'est le fait de ne pas passer par la représentation de qui que ce soit dans quoi que ce soit. Car ça, la représentation, c'est typiquement de l'oligarchie. Ça fait partie du système oligarchique. On se le dise, et c'est binaire, hein, c'est très simple. C'est soit on est en démocratie, soit on est en oligarchie. Alors l'oligarchie peut porter plusieurs noms, hein. Elle peut porter la tyrannie, la démocratie, ce que vous voulez, populaire, au Deutsche Demokratische Bundes, je sais pas quoi, du temps de la guerre froide, où on était autant en démocratie que voilà. Et aujourd'hui, on n'est pas beaucoup plus malin. C'est-à-dire qu'on est, nous, occidentaux européens, on est arrivé à peu près à la même situation que vivaient les pays occidentaux, mais sous influence soviétique dans les années 80, 70-80. On est à peu près arrivé à ce niveau-là, avec un Parlement le Parlement européen, donc de Strasbourg, hein, avec des élus que nous avons élus récemment, mais qui n'ont aucun pouvoir. Et en revanche, l'Union européenne, qui a son palais à Bruxelles, l'Union européenne qui a son palais à Bruxelles, elle règne avec 52 000 personnes qu'on ne connaît pas, que vous ne connaissez pas, que je ne connais pas, et qui ne sont pas élus, et qui font des lois qui, elles, ont force de loi. Enfin, voilà, qui font des propositions qui, elles, ont force de loi. Elles peuvent aussi, le cas échéant, accepter les propositions venant de Strasbourg, si vraiment à titre exceptionnel, mais Strasbourg n'a plus aucun pouvoir de décision. Donc en fait, on s'est battu récemment sur des élections qui servent à rien. Voilà, on l'a déjà dit, mais on le redit. Et donc voilà, donc refaire naître la démocratie, c'était le terme de ce monsieur. Et effectivement, pardonnez-moi, effectivement, il faut refaire naître la démocratie telle qu'elle existait, comment dirais-je, non pas après la Révolution française, car il n'y avait pas de démocratie, on est bien d'accord, non pas après la guerre de 45, parce qu'il y a eu des tentatives, mais avortées, même si même si le Centre national de la résistance, le comité, excusez-moi, national de la résistance, CNR, donc à l'époque, hein, avait des idées assez précises sur la meilleure manière de faire évoluer les choses pour que le peuple soit heureux. Il y avait une influence du Parti communiste qui a créé effectivement l'URSSAF, comme le fait souvent remarquer notre ami Bruno. L'URSSAF, c'est URSS, hein, URSS AF. Donc voilà. Et effectivement, il n'y a pas de hasard. Hein. Donc voilà, d'un côté, on avait l'URSS, mais il faut quand même bien comprendre que de l'autre côté, du côté de la création de l'Europe qui allait intervenir 10 ans plus tard, eh bien, on avait quand même des racines typiquement nazies. Donc on est bien sur des blocs qui s'opposent. Et les racines de l'Europe, comme on le sait, on l'a démontré récemment grâce à un livre, eh bien, étaient et resteront toujours des racines nazies. Je suis désolé, avec monsieur Walter Hallstein et ses acolytes. Donc voilà, donc il faut refaire les choses. Il faut effectivement refaire les choses. Alors, il faudrait faire renaître la démocratie, celle-même qui a été assassinée au moment des Fialtis. Oui, voilà, absolument. Donc, justement, donc on va pouvoir parler du sujet du jour. Oui, très bien. Et bien, ça correspond aussi un petit peu avec l'actualité. Hein. Depuis des décennies, des gens votent à droite, ça ne fonctionne pas. Ils votent à gauche, ça ne fonctionne pas. On vote au centre, ça je comprends pas, mais ça fonctionne pas non plus. Donc forcément, à un moment, on essaye les extrêmes. C'est ce qui est en train de se passer actuellement en France, après que tout fut essayé. Voilà notre titre. Après que tout fut essayé, effectivement, il y a les émissions de télé qui s'appelaient « On a tout essayé ». Là, c'est un petit peu la même démarche. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que dans 8 jours, on aura très probablement ce que communément on appelle l'extrême droite au pouvoir législatif. Est-ce qu'ils s'y attendaient? Ça, j'en sais rien. Je ne sais pas quelles étaient les manœuvres internes pour faire en sorte que, déjà, on ne s'attendait pas à ce que monsieur Macron dissolve l'Assemblée. Il l'a pourtant fait. Peut-être demain nous donnera-t-il sa démission, ou nous laissera-t-il entre d'autres mains à élire à nouveau, hein, puisqu'il faudra réélire un président. On peut s'attendre à tout avec ce monsieur, qui semble avoir, dans sa tête en tout cas, achevé son travail. Alors la question c'est, à votre avis, quel travail avait-il, quoi? Quel était son travail? Si on refait bien le point, en dehors de détruire tout ce qui était français et de détester la France, effectivement, mais ça c'est son problème, mais surtout de faire en sorte de détruire tout le tissu économique lourd français. Voilà, j'ai encore lu récemment que Thales, la société Thales, était soupçonnée de, alors attendez, ne riez pas, de corruption. Thales, c'est une société d'armement, la plus grande société française d'armement.
est soupçonné de corruption avec 3 interventions dans 3 pays différents, la France, l'Espagne et j'ai oublié le troisième, l'Italie, je crois, où il semblerait que pour vendre des armes, eh bien, chez Thales, ils aient procédé à la corruption. Alors, ça fait sourire, quoi. Ça fait sourire parce que dans ce métier-là, vendre des armes sans corruption, c'est pas possible. D'ailleurs, vendre quoi que ce soit sans corruption, c'est pas possible à ces niveaux-là. Et là, Thales, visiblement, se serait fait prendre. Ses avocats auraient été pris par derrière, si je puis dire, à revers en tout cas, et de sorte qu'on se retrouve tout ce petit monde au tribunal. Et ça apparaît en gros titre, Thales. Machin. Alors, ça donne l'impression que Thales, c'est des méchants, que voilà, c'est pas, ils sont pas bien, donc ils vont bientôt être rachetables, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils sont en état de faiblesse, etc. On crée un état de faiblesse. Bien souvent, ce sont les services secrets étrangers qui s'en chargent. Hein. Et puis après, ils sont bons à accueillir, comme a été bon à accueillir Alstom, dont on attend toujours le retour dans le giron français. C'est pas pour tout de suite, apparemment. Donc voilà. Donc là où je voudrais en revenir, c'est que on va donc ne pas couper au fait que nous aurons l'extrême droite au gouvernement très prochainement, très probablement. Alors, je suis pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien. Vous savez qu'au sein du CNTFCH, on ne parle pas de politique puisqu'on parle de démocratie, mais on est quand même lucide sur les choses qui se passent dans notre pays. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'extrême droite va extrême droiter, hein, c'est-à-dire pas grand-chose de plus qu'avant. Elle n'a aucune antériorité. Alors, je veux bien laisser la parole à ce stade à Jean-Pierre qui lève la main. Là. Jean-Pierre, tu voulais dire quelque chose? Jean-Pierre, c'est à toi. Alors j'ai levé la main, puis comme j'ai reçu un appel et que je suis... Merci beaucoup, Philippe et Sylvain. J'ai donc levé la main et comme j'ai reçu un appel, ça, vous avez dû voir mon visage à l'envers parce que le temps que je réponde, que je rappelle plus tard, et que je suis sur mon téléphone. Alors j'ai noté plusieurs choses. La division ne peut pas réparer ce qu'elle a détruit. C'est l'unité qui répare ce qu'elle a créé. Et pour réparer ce que la division a détruit, c'est forcément l'unité. C'est ce que propose le Conseil national de transition français Canal Historique et c'est pourquoi je le soutiens. Propose l'unité, le partage, la parole partagée, excusez-moi, quelqu'un essaie de m'appeler et c'est très désagréable. Voilà, j'espère que je vais revenir. On va dire ce que nous proposons au sein du CNTF. Donc, il y a que... Voilà, nous proposons l'unité de tous les Français pour remettre la France debout. Et l'unité, ça passe par le dialogue, par la démocratie, obligatoirement. Et ça passe par la prise en compte de la vie de chacun et de son intention profonde. Même ceux qui ont fait des erreurs, parce que quand on a fait une erreur et qu'on la comprend, on est parfois plus performant que si on n'en a pas fait du tout. Je voudrais parler le combat contre la pauvreté. Je préfère le mot combattre me plaît au sens c'est battre avec et s'il s'agit des cœurs, c'est les cœurs à l'unisson. Combattre. Et je préfère combattre pour la richesse, sachant que chacun est riche de ce qu'il est. C'est une histoire de conscience de sa propre richesse et de mettre en confiance les gens, de leur faire comprendre qu'ils sont riches de quelque chose et que cette richesse peut être partagée, que c'est le partage qui enrichit tout le monde. Je voudrais parler du mépris. Le mépris, si on le divise en 2 mots, me prendre. Comment je me prends? Donc, la seule chose qu'on ne peut pas recycler, c'est le mépris. Je sais recycler beaucoup de choses, je suis maître composteur, je recycle énormément de choses, sauf le mépris puisqu'il s'agit de la considération de quelqu'un a envers lui-même et qu'il projette sur les autres. Donc il méprise l'autre, mais en fait il se méprise lui-même. Comment je me prends? J'ai entendu tout à l'heure nos représentants. Merci Philippe d'avoir abordé ce sujet. Pour moi, ces gens ne me représentent pas, ils ne représentent que la République. Et je n'ai pas de représentant sur Terre, je me présente moi-même comme tout un chacun au sein du Conseil national de transition français est censé le faire. Et comme tout citoyen français sera censé le faire, se présenter pour participer à la vie commune. J'en ai à peu près fini pour le moment. Je voudrais dire que dans mon quartier, il y a 2 jardins dont je m'occupe, avec des arbres. Dans chacun de mes jardins, en plein cagnard, j'ai 10 degrés de moins.
Je n'ai pas fait grand-chose, j'ai planté des arbres. Quelle que soit la consommation que notre espèce fasse des hydrocarbures, il s'agit de planter des arbres et de les laisser grandir. Voilà, ce qui permet de vivre à l'abri des rayons du soleil trop importants et dans une température très convenable et très agréable. J'en ai fini, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et je vous écoute à mon tour. Renaud, Sylvain, pardon. Oui, moi je vais garder le mot de la fin, donc je te laisse encore quelques minutes si tu veux bien, Philippe. Ah bah, il reste quelques minutes. Oui, je voulais d'abord faire un petit interlude pour signaler à celles et ceux qui sont adhérents chez nous qu'il y a une assemblée générale qui aurait dû avoir lieu aujourd'hui, mais qui n'a malheureusement été annulée. Et qu'il est important que les personnes qui vont recevoir aujourd'hui, je pense, un email d'information sur l'adresse de la salle, vérifiez bien l'entièreté des numéros de l'adresse, parce qu'il y a eu, a priori, une coquille sur les numéros précédents, ce qui peut expliquer une désaffection des personnes, évidemment. Donc voilà, donc soyez bien attentifs aux documents que vous allez recevoir aujourd'hui par mail, vous, les abonnés et les adhérents du CNTFCH, dans le cadre de cette assemblée générale. Voilà, ça c'est la petite partie fin de la pub, fin de l'annonce. Et puis je voulais évidemment terminer la petite démonstration concernant ce qui va se passer si Monsieur Bardella vient à la direction de la législative française, de la législation française. Pas grand-chose de plus évidemment, parce qu'il détient les mêmes éléments, il est tenu par les mêmes contraintes qui nous viennent soit de Paris, soit de Bruxelles, mais le plus souvent de Washington. Donc il se passera rien. Monsieur Bardella est un young global leader. Ça devrait suffire à comprendre les choses pour tout le monde. Donc, ce que nous prévoyons, c'est encore un petit peu plus de mêmes résultats. Hein. Dès qu'on emploie toujours plus de même manière, de même méthode, on obtient toujours un peu plus de mêmes résultats. Et c'est-à-dire un résultat négatif qui va dans le sens de l'appauvrissement des Français, dans le sens d'une dégénérescence et de tout notre tissu économique. Enfin bref, je veux pas noircir le tableau de notre débandade. Ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, la sidération va être très forte lorsque les personnes qui auront voté pour ce monsieur, non pas en votant pour Hitler comme ça a été en 36. En 36, Hitler avait écrit Mein Kampf. Il voulait tuer les Juifs, il voulait faire un tas de choses pas bien. Je crois pas que M. Bardella ait écrit tout ça, même si j'ai pas une sympathie particulière pour ce monsieur. Mais il faut pas non plus comparer des choses qui ne sont pas comparables. L'extrême droite en France n'est pas l'extrême droite de 1936 en Allemagne, à ma connaissance. Hein. Donc, ce monsieur, il va être déçu, il va être sorti du jeu et il restera derrière un grand vide. Alors, comme la nature a horreur du vide, je vous laisse deviner quel sera le remplacement ou le remplaçant, quel sera le parti non politique, quel sera le non-parti non politique qui va prendre la place de tout ça. La seule solution, c'est évidemment la démocratie, dont le CNTFCH se fait le porte-étendard en quelque sorte. Hein. Cette démocratie, elle suppose qu'il n'y ait plus de représentation, ça tombe bien, puisque tous nos représentants, nos anciens représentants, se sont tous disqualifiés avec le temps. Et donc, ça sera probablement l'ère de la démocratie, enfin, retrouvée pour le coup, car elle a existé, celle-ci, hein. Pas en France, malheureusement, pas en Europe occidentale, mais plutôt en Grèce antique. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, on a déjà eu l'occasion de le dire plusieurs fois. Évidemment, on est plus sur un art de vivre, comme le rappelait Sylvain tout à l'heure, que sur une logique politicienne qui consiste à dire regroupez-vous vers moi et vous verrez le bonheur, quoi. Non, c'est pas ça du tout. C'est chaque décision fait l'objet d'une réunion, d'une assemblée populaire, d'une assemblée qu'on va appeler citoyenne, si vous voulez bien que nous soyons précis sur les termes. Pourquoi une assemblée citoyenne? Car on est citoyen dès l'instant qu'on est libre. Et dès l'instant qu'on n'a pas de représentants, qu'on n'est pas représenté. Une assemblée populaire, c'est une assemblée faite de gens qui se sont fait représenter. Voilà. La différence entre les deux concepts, pour que les choses soient bien claires. Et donc, on va pouvoir relancer enfin cette démocratie qui a calé en quelque sorte au IVe siècle avant Jésus-Christ. Parce que tout simplement il y a eu une attaque en règle de la part de l'extérieur, parce qu'il y a eu une usure, parce qu'elle est restée seule, isolée, même si elle a migré au sein du bassin méditerranéen à cette époque-là, à partir d'Athènes, qui en était le noyau central. Mais cette migration n'a pas été suffisante pour aller plus loin que cela.
Aujourd'hui, avec les communications dont on dispose, les systèmes dont on dispose, on peut très très vite informer à peu près tout le monde dans un temps record sur des choses aussi simples que celles que nous avons déjà dites à l'instant, à savoir que démocratie, c'est différent de représentation, c'est soit l'un, soit l'autre, c'est pas les deux. Il n'y a plus de partis politiques en démocratie, voilà. Et puis, il y a des responsabilités qui sont butées dans le temps. C'est-à-dire qu'une personne ne peut faire des propositions gouvernementales ou faire des actions que sur sa proposition, et elle ne peut le faire qu'une fois. Voilà. Et puis, il y a toute une série de catalogues dans lesquels on va aller puiser des compétences qui n'ont rien à voir avec les écoles, je dirais, telles que l'ENA ou etc., où on a formé des administrateurs. Là, on ne formera pas des administrateurs. On formera des gens qui ont besoin de savoir travailler sur la nature, que tu évoquais tout à l'heure, Jean-Pierre. Revenir à la nature, comment la respecter, bien sûr, mais comment aussi savoir l'utiliser. Aujourd'hui, on ne sait pas faire pour l'utiliser. Donc, il y a quelques personnes, elles ne sont pas très nombreuses, qui existent sur ces sujets-là, auxquels, évidemment, le CNTSCH fera appel, et qui auront effectivement des mandats. Alors, pour le coup, ce seront des mandats. Alors, ce sont des personnes qui seront des personnes morales, hein, pas forcément des personnes physiques, mais qui répondront de l'activité des personnes physiques qui travaillent pour elles, et qui auront des missions, alors des missions de service public évidemment, hein, et qui seront suivies de très près, voire même contrôlées de très près, par qui? Par ceux qui sont les souverains, c'est-à-dire les citoyens. Voilà. Oui, donc c'est ça qui va remplacer tout ça. Merci Philippe, je me suis régalé d'entendre toutes ces précisions. Il y a juste un mot supplémentaire que j'aimerais aborder. Alors, on a parlé d'Union européenne. Et moi, je préfère... l'Union, c'est quelque chose... on peut dire que deux personnes s'unissent pour un temps ou pour la vie, etc. Oui, c'est une chose. Mais je préfère l'unité dans la diversité. Chacun a le droit d'être lui-même, ce qui n'empêche pas de se rassembler pour former une unité. Voilà, et l'Union européenne, ça me dit rien ça ne me dit rien qui vaille. C'est une union quoi, pour manigancer ensemble? Non, l'unité dans la diversité. Merci d'avoir entendu cela. Merci. Ouais, et pour conclure l'émission, je vais dire ceci. Pourquoi le Conseil national de transition français, canal historique, va forcément réussir son dessein? Ou alors va aller au bout de son destin? Eh bien, tout simplement parce que l'on s'aime et aussi parce que nous semons les graines de l'avenir. Merci Jean-Pierre, merci Philippe, et sur ces jolies paroles, nous vous souhaitons une excellente soirée. Prochain rendez-vous dans 48 heures. Merci.